travaille maintenant en fait depuis 5 ans sur la question de la relance en fait. Ah, je vais le déplacer là. Je travaille depuis 5 ans sur la question de la relance des légumineuses à graines. C'est un sujet qui m'a été posé à l'INRA quand je suis arrivée à l'INRA. Et donc je vais vous donner un peu mon point de vue d'économiste en quelques minutes sur les facteurs clés essentiels, mais vraiment d'un point de vue économique. Ce sur quoi en fait toutes les interventions de la journée ont beaucoup insisté sur les avantages des légumineuses. Elles ont des valeurs intrinsèques d'ordre environnemental, nutritionnel intéressantes. Je dirais que ce sont des valeurs entre guillemets naturelles. Elles peuvent être façonnées par l'homme pour plus ou moins les exprimer, mais ce sont des valeurs intrinsèques. En revanche, la valeur économique, c'est un pur construit social. Donc je reviendrai un peu sur la compréhension de ces mécanismes dans la création de la valeur économique. Donc je ne vais pas insister sur ces bénéfices qui ont été largement rappelés, mais par contre, juste en introduction, rappeler qu'effectivement, il y a un ouvrage de synthèse qui a été édité par l'INRA et Terre Innovia, et dans lequel il y a un chapitre que j'ai pu conduire avec des collègues sur les dimensions économiques pour vous approfondir, et qu'à l'occasion des rencontres de Dijon aussi, il y a eu d'autres exposés de faits qui viendront bien compléter aussi la richesse des présentations de cette journée. Donc en cette année internationale, de nombreuses confédérations professionnelles mettent en avant ces vertus, que partout dans le monde, et même ici en France, la Confédération des légumes secs, autour de la FNLS, a proposé aussi de relancer cette consommation légumes secs en visant notamment un public enfant. Donc il y a une valeur qui est à nouveau remise en avant sur ces légumineuses. Cependant, lorsqu'on observe les faits, et ça a été aussi rappelé, les légumineuses semblent avoir quand même peu de valeur dans nos systèmes, puisqu'elles sont très peu présentes dans les assolements et très peu présentes dans notre consommation. Et finalement, les millions d'euros qui ont été dépensés dans les plans protéines n'ont pas permis la relance de ces cultures. Alors qu'il y a d'autres pays comme le Canada qui ont fortement développé ces productions. Donc ça montre que ça peut être possible. Et donc je vais essayer d'interroger ces différents leviers. Alors je vais aborder en fait 3 grands facteurs sur la construction de cette valeur. Les 2 premiers, je vais les passer assez rapidement. Le premier problème de valeur sur ces cultures, donc bien sûr, il est économique, puisqu'en fait, on le sentait dans différentes discussions avec les agriculteurs, et ça nous a été confirmé dans une large enquête qu'on a fait dans le cadre de la NR légitime autour d'une centaine d'agriculteurs. C'est quand même un des premiers freins qui est mis en avant lorsqu'on les interroge sur leur système de culture. Ils ne voient pas d'intérêt économique à cultiver ces espèces, alors qu'elles sont plus contraignantes et probablement requiert une technicité plus importante chez l'agriculteur. En fait, ce que l'on observe, c'est qu'il y a un écart de compétitivité avec les autres cultures majeures, et en particulier par exemple les céréales. Cet écart-là fait que ça ne crée pas d'incitation à l'agriculteur, mais on va voir aussi comment est construit dans le raisonnement de l'agriculteur cet écart. Donc dans la construction de cet écart, le premier facteur, c'est bien sûr que le bénéfice environnemental de ces légumineuses, il n'est pas transmis par les prix du marché. On est en présence de ce qu'on appelle une externalité environnementale. Et donc cette dimension environnementale interroge les décideurs, qu'ils soient publics ou privés, sur le moyen de réintégrer dans nos choix de consommation, de production, cette valeur environnementale. Donc une des façons, c'est de jouer sur l'affichage environnemental. Au Canada, c'est ce qui est fait. Ils ont développé notamment un logo qui est Healthy People, Healthy Planet, pour mettre en avant la vision systémique de l'intérêt de la relance de ces légumineuses, avec des labels, des mentions spécifiques, aussi bien aussi nutritionnelles. Pour l'instant, ces affichages-là sont relativement timorés dans les produits que l'on peut trouver, notamment en France. Et ensuite, cette valeur environnementale, elle peut aussi être stimulée par une valeur marchande, telle que la mise en place des marchés carbone. Donc là, il y a une initiative par le groupe InVivo qui vise à faire des ventes de gré à gré des bilans d'économie équivalent carbone réalisés sur la culture des légumineuses, puisque pour l'instant, comme le marché carbone européen est, disons, en atonie totale, ce qui se passe, c'est d'autres entreprises qui peuvent être de secteurs d'activité différents, en prenant de l'aviation, du secteur du bâtiment, d'autres secteurs d'activité qui, pour améliorer leur bilan RSE, vont racheter ces bilans carbone aux coopératives agricoles. Donc ça aussi, c'est des dispositifs à consolider, mais là aussi, il y a une source de valeur à créer en mieux valorisant la dimension environnementale sur les marchés. Le deuxième facteur qu'on a pu observer, c'est finalement aussi, ça a été évoqué dans ces journées, c'est que finalement ce bénéfice de la légumineuse, il s'exprime dans le temps, il s'exprime à l'échelle de la rotation des cultures.
Or, ce que l'on observe, c'est que les agriculteurs, pour beaucoup d'entre eux, ont tendance à raisonner annuellement, à faire des calculs de marge annuels. Et ce que l'on observe aussi, c'est que finalement, les personnes qui conseillent les agriculteurs n'ont pas la volonté aussi de faire percevoir ce bénéfice à l'échelle interannuelle, d'autant que l'agriculteur, souvent, soit il discute avec son conseiller technique, soit il discute avec son conseiller comptable, rarement avec les deux en même temps. Et si l'agriculteur n'a pas en place une comptabilité analytique, ça lui rend aussi l'exercice difficile de faire cette évaluation de marge à l'échelle interannuelle. Il ne va pas le faire aussi bien qu'on peut le faire dans des dispositifs expérimentaux conduits par des ingénieurs agronomes sur plusieurs années. Donc cette séparation du conseil de gestion et du conseil technique reste prioritaire à travailler si on veut redonner aussi à l'agriculteur les moyens de percevoir ce bénéfice en termes économiques et monétaires. Et donc il y a un enjeu aussi de travailler sur le système comptable des agriculteurs. Donc ça, c'était mes deux premiers facteurs. Le troisième facteur sur lequel je vais un peu plus m'attarder, c'est ce que je vous disais, cette valeur économique, c'est une construction au fil du temps. Et donc pour comprendre cet écart de compétitivité qui s'est créé en France et plus largement en Europe entre les cultures majeures comme les céréales et les légumineuses, il faut remonter aux préférences historiques de la Seconde Guerre mondiale. Et donc ce matin, ça a été largement rappelé dans l'exposé de M. Bourget, il y a eu des accords commerciaux historiques qui ont donné une préférence européenne pour les céréales et à l'inverse une préférence aux États-Unis pour exporter le soja. Et ce soja allait venir alimenter à bas coût les élevages européens qui étaient en plein développement avec la transition nutritionnelle vers plus de consommation de produits carnés. Et en fait, au fil du temps, il y a eu un écart de compétitivité qui s'est créé, on va dire en surinvestissant quelque part sur les céréales, au détriment d'autres cultures mineures. Et ce processus-là, c'est ce que les économistes appellent en fait tout simplement des rendements croissants d'adoption. Et vous avez cette phrase d'Arthur, qui est un économiste américain qui a beaucoup travaillé sur cette théorie, qui a une phrase toute simple pour la résumer en fait. Une technologie, elle n'est pas choisie parce qu'elle est la meilleure, mais elle devient la meilleure parce qu'elle a été choisie. C'est-à-dire quand un choix est fait, on va faire en sorte que ce choix devienne de plus en plus performant, rendant les autres alternatives moins performantes de fait. Et donc à un moment donné, si on veut changer, on n'y est pas incité. Donc un exemple illustratif, c'est juste de vous rappeler l'évolution des rendements entre le blé et le pois, par exemple. Donc vous voyez ce fameux décrochage des écarts de rendement à la fin des années 80, qui a été probablement favorisé par les problèmes d'aphanomycèse apparus sur le pois de par des délais de retour trop rapides au moment où justement il y avait ces pics de subventions pour relancer cette culture. Et puis progressivement, donc le blé qui a continué à avoir des rendements importants, même si maintenant on a cette stagnation des rendements qui préoccupe nombre d'agronomes, on a ce fameux décrochage qui montre que quelque part, il y a eu aussi peut-être une perte de performance sur le pois qui a été due à un défaut d'investissement par rapport aux autres cultures majeures. Donc là, j'ai un schéma que je ne vais pas pouvoir détailler dans le détail. On le reprend dans l'ouvrage que je vous ai cité en introduction. En fait, ces rendements croissants d'adoption, ils s'expliquent vraiment dans l'échelle du temps. Et donc vous partez d'un choix historique, donc je vous rappelais la préférence européenne pour les céréales fertilisées et les importations de soja. Sur ce choix historique, s'est consolidé des mécanismes économiques, tels que les économies d'échelle, économies de réseau, des interdépendances entre secteurs, qui ont renforcé la préférence donnée aux céréales fertilisées et aux importations de soja. Donc les économies d'échelle, tout simplement, côté sélectionneur, c'est sûr qu'on rentabilise plus facilement des investissements en sélection sur des espèces qui sont largement cultivées que sur des espèces mineures. La logistique des coopératives, c'est pareil. Les coopératives ont beaucoup investi dans les années 60-70 sur des gros silos avec peu de cellules de stockage. Et aujourd'hui, quand on veut gérer la diversification cultivée, ça leur pose problème parce qu'elles n'ont pas assez de cellules et elles ont en fait des silos trop importants avec des cellules pas en nombre suffisant pour gérer cette diversité. Les économies de réseau, c'est tout simple, c'est de dire que plus vous avez un nombre d'adoptants qui augmente, plus la connaissance va se diffuser. Donc les agriculteurs entre eux, plus ils ont de voisins qui cultivent du blé, plus ils vont pouvoir échanger et diffuser de la connaissance sur cette culture du blé. L'agriculteur qui veut se lancer sur une culture plus mineure et qui n'a pas autour de lui d'exemple, c'est plus difficile d'acquérir les connaissances et de faire des apprentissages. Les interdépendances entre secteurs sont très fortes aussi. Quand on a commencé à développer les céréales,
Je rappelle l'Europe a atteint l'autosuffisance en céréales au début des années 80. Partant de là, on aurait pu se dire que les subventions sur les céréales auraient pu être réduites. On les a poursuivies parce que les céréales devenaient un secteur aussi important pour l'industrie agroalimentaire. Je rappelle aussi que notre consommation de blé a régulièrement progressé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La consommation de viande a beaucoup augmenté, mais celle de blé aussi. Et puis, cette exportation de céréales est aussi devenue un pouvoir de négociation internationale sur la scène politique. Donc, il y a des interdépendances aussi qui sont créées. Et donc, bien sûr, c'est ce que je disais au niveau des connaissances. Si vous n'avez pas assez de connaissances et de conseils, évidemment, ça dévalorise les alternatives, sachant que donc, les incertitudes peuvent être plus grandes. Bon, ça, tous ces mécanismes-là, qu'on appelle des mécanismes d'auto-renforcement qui expliquent ces rendements croissants d'adoption, ont été largement illustrés dans d'autres secteurs d'activité, comme les transports, le choix dans des systèmes d'énergie comme le nucléaire, et avait jusqu'à présent aussi été relativement peu étudié dans le secteur agricole. Donc partant de là, en fait, cette explication, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Cette explication nous enseigne que finalement, pour renverser la tendance, il faut arriver à déverrouiller ce système, il faut rebasculer un peu les investissements entre ces cultures majeures, cultures mineures, mais surtout, il faut s'attaquer à l'ensemble du système. Il faut travailler autant sur l'amont que sur l'aval si on veut à déverrouiller ce système. Alors juste, je vais rappeler, donc du coup maintenant on travaille plutôt sur l'innovation vers l'alimentation humaine. Je vais terminer ma présentation plutôt sur l'alimentation humaine. Pourquoi? Parce que justement quand on s'est interrogé sur mais qu'est-ce qui bloque ces légumineuses, pourquoi on n'arrive pas à les développer dans le marché de l'alimentation animale, on s'est tout simplement aperçu que le marché de l'alimentation animale, il résonne de plus en plus sur une forte substituabilité des matières premières qui pousse à des prix d'achat bas, donc à des prix non rémunérateurs pour les agriculteurs. La production des légumineuses sur ces marchés se réduit. Plus on a des petits volumes, plus l'offre est dispersée, plus ça pose des problèmes de coûts de transaction, d'acheminer cette offre pour les fabricants qui, eux, préfèrent recevoir des cargos entiers de soja. Ça crée une transaction globale qui est moins onéreuse que de rapatrier des lots dispersés de légumineuses partout en France. Donc, partant de ce constat de forte substituabilité de matières premières et de prix non rémunérateurs pour les agriculteurs, au-delà de la question de l'évaluation des lags que j'ai précisé en avant, il s'agissait bien sûr d'essayer de trouver de nouvelles spécificités de la valeur ajoutée qui peut passer par plus de débouchés en alimentation humaine. Et un grand nombre d'innovations ont été présentées ce matin. Vous voyez qu'il y a des voies différentes qui peuvent être empruntées. Mais cela dit, je vais quand même revenir sur ces voies d'innovation, sur le fait que la prégnance du verrouillage est importante. Et ce verrouillage, il est important et ça ne va pas donner les choses simples aux légumineuses pour arriver à repercer sur ce marché-là. Donc dans les tendances qui favorisent l'innovation vers les légumineuses, c'est cette tendance vers une plus forte végétalisation de l'alimentation, du fait qu'on a une réduction de la consommation de viande. Et puis des recommandations aujourd'hui qui tendent à cet équilibre 50-50 dans les sources protéiques. Certains ont même avancé une prévision d'une seconde transition nutritionnelle à horizon 2030 qui viendrait d'une baisse de la source protéine animale, une augmentation des protéines végétales dans notre alimentation. Donc on arriverait vers cette seconde transition nutritionnelle. Mais rien n'est dit sur la place que les légumineuses vont pouvoir occuper dans cette seconde transition nutritionnelle. Donc vous avez beaucoup de tendances végie et des innovations de produits avec des légumineuses. Notamment, ici, Nutrinat a parlé, ça a été évoqué à plusieurs reprises, les produits qui sont développés. On a des produits similaires sur le marché américain avec Barilla, qui développe aussi des pâtes associant farine de blé dur et de légumes secs avec du pois chiche et de la lentille. Et y compris dans les écoles américaines, là, c'est aussi en train de se développer. Donc on a ces tendances fortes. Mais sur ce marché des protéines, des matières protéiques végétales, qui est en pleine explosion dans le monde, je vous ai mis ici un extrait de Guingamp et al. D'un article qu'ils ont passé en revue. Ce que l'on voit, qu'est-ce que l'on voit sur ce marché des protéines végétales qui est en pleine explosion? Eh bien, qu'à 90% dans les nouveaux produits lancés sur le marché, c'est fait avec des protéines de blé ou de soja. Donc c'est le poids du verrouillage. On a une connaissance et une production largement plus importante sur le blé et le soja qui fait que les légumineuses aussi, ça va être difficile pour elles de percer dans cette nouvelle tendance de consommation. Et donc je vais conclure en fait là-dessus en vous invitant à réfléchir un peu en fait sur ce texte-là. En fait, cet extrait, qu'est-ce qu'il vous dit? Il met l'accent sur ce marché des protéines végétales, des matières protéiques végétales. Et en fait, c'est une vision qui est très technocentrée de l'innovation.
La question aussi, c'est de voir en quoi ces légumineuses, elles pourraient aussi inspirer de l'innovation sociale en fait, dans l'alimentation, c'est-à-dire de voir comment les légumineuses peuvent s'insérer aussi dans la redécouverte d'une certaine culinarité des aliments, lien avec la production locale. Et aujourd'hui, on voit des mouvements végis qui se développent, avec aussi la volonté dans certaines chartres, comme en Pays de Loire, il y a une nouvelle charte qui s'est mise en place, avec une plus forte place au végétal, mais aussi la volonté de cuisiner les graines entières, et de ne pas être que aussi sur des aliments très processés. Donc en conclusion, la relance des légumineuses, forcément, elle va être multidimensionnelle. Il n'y a pas de solution unique pour les revaloriser. Donc une clé du déverrouillage, classiquement, c'est d'arriver à trouver de l'innovation. Et l'innovation qui ne sera pas tant dans le secteur de l'alimentation animale, qui était le secteur prédestiné jusqu'à présent de la politique européenne, mais plus de travailler sur l'alimentaire. Mais dans cette innovation dans l'alimentaire, il y a plusieurs paradigmes technologiques qui vont être possibles, il y a plusieurs voies. Est-ce qu'on peut arriver à les équilibrer, à donner de la place à l'une ou à l'autre? Et comment finalement l'industrie agroalimentaire peut aussi s'inspirer de toutes les innovations sociales qu'il peut y avoir autour de la consommation de légumineuses, à travers de ce qu'on appelle un peu les communautés créatives. Voilà, je vais m'arrêter ici et je vous remercie. Marie-Benoît, ici. Juste par rapport effectivement à cet aspect protéine végétale, et c'est vrai que j'y pensais ce matin, il n'y a pas que, d'abord, il n'y a pas que les légumineuses, on voit réapparaître le blé, on n'a pas pensé à la quinoa, hein, donc moi j'inviterais à ce que si on veut mettre les protéines végétales des légumineuses, on insère dans une approche globale de tout ce qui est protéines chez les végétaux, dont les légumineuses, elles vont être, si on le met en global, elles vont paraître la grosse. Mais ma question c'est sur le soja. Dans le fond, est-ce qu'il ne va pas saturer ce soja? Quand on regarde la situation du continent américain, son rebondissement avec Monsanto, 80% de soja transgénique, avec toute l'inconnue qui est devant nous, et globalement quand même une saturation des terres. Dorénavant, Monsanto a perdu le procès en Argentine sur les menaces sur la santé. Donc y a-t-il pas un espoir que cette domination du soja va s'affaiblir et pouvoir prendre, en revanche, et se préparer à prendre l'alternative du soja? Et dans ma diapo, j'avais oublié de mentionner, mais moi, quand j'ai fini l'agro, dans les années 70, j'ai été bercé dans la première crise du soja, et rappelez-vous, c'était la première crise pétrolière. Et à l'époque, il y a le Club de Rome qui a commencé à s'exprimer et qui a expliqué, attention, le développement économique tel qu'on le mène, et alimentaire tel qu'on le mène, nous mène sans doute à des très grands risques. Et vous avez vu avec l'exposé de Rockström, hein, on y est arrivé. Et je veux dire, ce soja qu'on a vécu pendant 40 ans, est-ce qu'il ne faut pas se préparer? Y a-t-il une chance pour qu'on le dépasse? Et bien penser qu'actuellement, quand même, la Chine, elle dépend complètement de ce soja américain. Y a-t-il pas des alternatives aussi là, quoi? Quelque chose à chercher? Il faut que je réponde. Non, il y a beaucoup de débats sur le soja et même au sein de l'INRA sur la relance des travaux, notamment en alimentation humaine, sur les légumineuses, compris soja. C'est délicat, parce qu'on a des entreprises qui fonctionnent aujourd'hui, hein, ici, pas loin d'ici, on a Nutrition et Santé, hein, qui a montré un modèle efficace en alimentation humaine hein, pour développer le soja. Après, les autres légumineuses ont aussi leur carte à jouer, il ne faut pas les négliger, et c'est arriver à trouver cet équilibre d'une coexistence, d'une variété, d'une diversité. Il ne faut pas rentrer dans le travers qui a été nos modèles d'avant, d'aller vers la spécialisation, vers certaines espèces qui dominent finalement le régime alimentaire et puis du coup les systèmes de production. Dans les légumineuses, il y a suffisamment de diversité dans les légumineuses pour s'adapter aux différents pédoclimats et aux différents goûts, envies culinaires des différentes populations. Donc c'est ça, comment arriver à travailler cet équilibre. Mais je suis d'accord qu'en Amérique latine, il y a beaucoup d'études en ce moment, ne serait-ce ACV, en termes de valeur environnementale de l'amont jusqu'à l'aval, qui décrivent, qui critiquent la valeur du soja en fait, qui est largement surestimée par rapport aux impacts environnementaux qu'elle a. Pour ce qui est de la compétitivité des protéines. Ce qui tire le soja, c'est quand même les protéines animales. Et c'est l'élevage des monogastriques. Bon, et en Chine, c'est ça. En Europe, on consomme beaucoup de tourteaux de colza. La perte de compétitivité des usines d'Yester aujourd'hui, en l'occurrence la fermeture de Mannheim et autres à voir, va sûrement mettre moins de tourteaux de colza sur le marché, donc va rendre sûrement plus compétitif
ces légumineuses alternatives. Oui. Là, en matière d'alimentation animale pour les ruminants essentiellement. Oui, la dépendance au tourteau de soja importé en Europe et puis surtout en France avait diminué de manière importante grâce au développement des biocarburants qui a libéré plein de tourteaux de colza. Après, on a aussi les tourteaux de tournesol. Mais du coup, ça n'avait pas donné la chance aux légumineuses de plus pénétrer le marché de l'alimentation animale. La dernière question. Dans Bruno Lyon, DRAF Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, vous parlez à un moment donné de la valeur, c'est-à-dire au fond comment on crée de la valeur dans le produit et comment on la fait cheminer dans la chaîne. Donc là, dans l'exemple que vous donnez, c'est un label de l'État canadien. Alors, il y a une vraie question sur cette notion d'identification de la valeur pour qu'elle devienne monétarisable. C'est est-ce que ça doit relever du marketing ou est-ce que ça doit relever de la norme? Alors, puisque vous êtes économiste, moi j'aimerais bien savoir un peu ce qu'il faut penser de tout ça, parce que c'est une vraie question. Le marketing, oui, il va argumenter sur les leviers qu'il pense sur lesquels le consommateur est sensible. Et on a interrogé une bonne dizaine, quinzaine d'entreprises qui actuellement sont en train de développer des produits à base de légumineuses pour l'alimentation humaine. Et tous nous ont dit, mais tous ont le même discours, on ne cherche pas à argumenter fondamentalement sur la valeur environnementale, parce que ce n'est pas suffisamment perceptible pour le consommateur. La valeur nutritionnelle, on ne veut pas rentrer dans l'aliment diététique, donc on ne l'argumente pas. Donc ce qu'on cherche avant tout, ce sont des aliments gourmands, pratiques. C'est ça la communication qui va être faite en priorité côté consommateur par les équipes marketing sur ces produits-là. Après, il n'enlève rien que la DGCCRF peut travailler à l'expression de normes, de labels, ou l'interprofession. Est-ce que l'interprofession des légumes secs, qui est en train de se construire, elle pourrait travailler un label légumes secs avec une connotation environnementale, nutritionnelle, au-delà des stratégies marketing qui relèvent du propre des entreprises. Une question très rapide. Pour faire le lien ce matin avec une présentation de Caroline et Alison, je pense qu'on a un peu raté quelque chose. Est-ce que c'était sur finalement l'éducation? Si ça part par l'alimentation humaine, par une nécessité de changer nos pratiques, je pense que la présentation de ce matin, elle est essentielle. De dire, il faut agir là, quoi. C'est pas en nous mettant des pubs sur manger des steaks au soja que ça va changer. Et voilà. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est vraiment là le levier ou je me trompe? Ah non, tu ne te trompes pas du tout. C'est pour ça que je n'ai pas eu le temps trop d'en parler, mais c'est les chartes qu'il y a actuellement dans certaines écoles, des chartes qualité alimentaire qui reviennent justement sur quand on présente un plat à un enfant, on lui dit d'où ça vient, avec quoi ça a été fait et on explique. Et il y a des liens forts dans certaines écoles où on fait même venir des agriculteurs des fois pour expliquer tout simplement aux enfants d'où viennent les produits dont ils mangent. Et dans les cantines qui développent les repas alternatifs, c'est ce qu'on appelle les repas sans viande, une fois par semaine ou une fois dans le mois. Là aussi, il y a une explication pour expliquer aux enfants que la protéine, ce n'est pas seulement un steak ou un œuf ou un verre de lait. Ça peut être autre chose. Mais je suis d'accord.